Voilà, donc Sébastien, je vais vous laisser le soin de nous présenter le sujet pendant 20 minutes, une demi-heure, et puis ensuite on fera place au débat. J'invite tout le monde, le temps que Sébastien se présente et développe donc son sujet, j'invite tout le monde à débrancher sa caméra pour lui laisser la scène, ainsi que de couper les micros. Voilà, on a l'habitude de ne pas intervenir pendant la présentation et par contre à rebrancher nos micros et à débattre à la suite. Voilà, donc Parfait. Sébastien, la scène est à vous et encore un grand merci. Merci. Merci à vous de m'accueillir et désolé pour ce petit dérapage au départ. Alors, vous l'avez vu, je suis d'origine architecte, mais j'ai fait mon diplôme d'architecte à l'école d'architecture de Marseille, déjà sur l'échelle du paysage, hein. C'est une question d'échelle, mais pas seulement, on va le voir. Et puis, étant amené par cette échelle-là à beaucoup travailler sur l'urbanisme, voilà, il y a un moment où je vous ai présenté ma candidature et j'ai été reçu lors un dossier et un grand oral. Alors, je ne sais plus qui y avait à l'oral à l'époque. Euh, Certainement l'Avignonnais Jean-Pierre Gautry. Je ne sais pas s'il est là. Voilà. Donc, c'est l'échelle, hein. Et voilà, on peut passer. Voilà. Alors, c'est Là, vrai c'est que passé. quand, Oui. oui, oui. C'est vrai que quand on emploie ce mot paysage, il est entendu de beaucoup de façons, euh, comme le mot paysagiste, hein. Euh, Là, on est sur le plateau d'Albion avec le Ventoux au fond. Vous avez vu que la page d'intro, c'était le Ventoux aussi avec une éolienne en haut. C'est un travail d'étudiant, hein, rassurez-vous. Et c'est souvent entendu comme, pas toujours, mais comme ces morceaux de campagne, les paysages de campagne, mais ça peut être entendu paysage comme venir mettre du vert dans un projet urbain, on paysage les choses. Ça peut être entendu comme une couche de réglementation supplémentaire, voilà, les paysages protégés, que ce soit la loi 30 ou autre. Voilà. Donc, quand on emploie le mot paysage, on ne parle pas forcément tous de la même chose, et ce qui rend parfois les choses compliquées. Et si je vous ai mis la photo du Ventoux ici, c'est que en fait, le paysage n'existe pas, le territoire existe, oui, hein, on le voit, c'est aussi un territoire. Mais le paysage, c'est un concept, c'est un rapport au territoire. Et les historiens du paysage et les philosophes du paysage situent cette émergence de ce concept de paysage, dont le mot n'existait pas dans la langue, euh, lors d'un texte de Pétrarque, lorsqu'il raconte son ascension du Mont Ventoux en 1348 et quelques, etc. Ce concept de paysage existait en Chine depuis le VIe siècle. Donc nous, il est arrivé au XIVe siècle. Mais on n'avait pas de mot pour le désigner. C'était un ressenti de Pétrarque lors de cette ascension. Lorsqu'il est arrivé en haut, il a eu une émotion. Cette émotion, il l'a écrite. Donc, il monte au-dessus de la création. Il a une émotion sur la création. Et donc, bon, sachant que c'était très dangereux ce qu'il était en train d'écrire, il ouvre le livre de Saint-Simon qui lui dit: mais qui es-tu, toi, créature parmi les créatures, à monter au-dessus de l'œuvre de Dieu et de prendre. Voilà. Donc, il savait ça, donc il a vite pris un texte de, des saints pour sauver sa vie. Alors, on ne va pas rester là-dessus, mais pour dire que si cette notion existe, c'est qu'on n'est pas sur une chose, on est sur la relation que nous avons à cette chose. Voilà. C'est ça le paysage. Le mot, lui, a été inventé 3/4 de siècle plus tard par les peintres hollandais. C'est les peintres qui ont inventé ce mot-là, en hollandais, bien sûr, Landschaft. Euh, dans le dictionnaire, dans le Larousse, il n'y a pas encore si longtemps, paysagiste, c'était peintre en paysage.
Voilà, donc ça montre bien que voilà, c'est pas une chose avec laquelle on travaille, nous, architectes, urbanistes, paysagistes, etc., et que ça a mis du temps avant d'en arriver là. On peut passer à la photo suivante. Voilà, là, c'est l'entrée de Montélimar. C'est aussi un paysage, bien entendu. Bien entendu. Et c'est là que ça commence à toucher les urbanistes que nous sommes. Voilà, c'est un paysage. On peut passer à l'image suivante. Alors, cette image-là, elle est intéressante parce qu'elle montre bien aussi c'est Astérix, hein, une des dimensions dont je parlais tout à l'heure sur cette notion de paysage. Bon, c'est les Romains qui, avec leur construction moderne, qui abîment nos paysages. Bon, le débat aujourd'hui sur le photovoltaïque, sur les éoliennes et sur bien d'autres choses dès qu'on transforme un morceau de territoire. Voilà, le paysage n'est plus le même. À cette époque-là, Astérix et Obélix n'auraient sûrement pas dit ça, puisque le concept de paysage n'existait pas. Maintenant, ils auraient aimé ou pas le viaduc. On peut passer à l'image suivante. Alors, il se trouve que ça met un petit peu de temps. Voilà. Là, c'est la vue depuis le haut du Ventoux, hein, sur les baronnies. Ça, c'est ce qu'a dû voir Pétrarque, mais on peut passer vite. Pour les historiens de la perspective, c'est pareil, hein. On ne pouvait pas inventer la perspective avant qu'on ait inventé cette position-là de l'humain seul, à un endroit, sur le monde, sa vision sur le monde, depuis un point de vue, le sien, son œil, hein. Je ne sais plus comment s'appelle celui qui a écrit le livre sur la perspective, là, vous l'avez en tête certainement. Voilà, il situe bien ça au sommet du Ventoux, hein. Le Ventoux, ça c'est une vue depuis Villeneuve, qui est à peu près de cette époque-là. Le Ventoux, mal représenté, mais c'est lui qui est à gauche. On peut continuer. Je vais arrêter de faire la théorie. Voilà, il se trouve que donc, on était face à cette chose qui n'était pas une chose, qui était une relation à cette chose qu'est le territoire, et que les géographes connaissent bien, évidemment, que nous, urbanistes, connaissons bien aussi. Il se trouve que depuis l'an 2000, le, le, la Convention européenne du paysage donne une définition très précise à cette notion de paysage. Je vous ai mis en grand la première partie de cette conception, de cette définition. C'est une partie de territoire. Bon, je vous ai mis en bleu celles que nous allons retenir comme méthode de travail par le paysage, tel que perçu, les perceptions, et par les populations. Alors, quand on dit souvent aussi que le paysage, c'est subjectif, qu'on peut difficilement s'appuyer sur notre relation au paysage, etc. On voit que alors, il y a le suite de la définition, mais ça a été un débat. Moi, j'ai participé à Strasbourg à ce travail là au Conseil de l'Europe. C'était très compliqué de nous mettre d'accord entre les, les Anglais, les Allemands, les Polonais et nous, les Français, les Espagnols, les Italiens, sur cette définition-là. Donc, nous, la première partie, en gros, je dirais les latins méditerranéens, ça nous suffisait. Mais si on ne rajoutait pas la phrase en petit, c'est compliqué, hein, dès qu'on est à plusieurs nations. Ça ne passait pas. Donc, pour nous, ce qui est en petit, c'est territoire, hein, dont les caractères résultent de l'action des facteurs naturels et ou humains et de leurs interactions. C'est dans le territoire, c'est dans la géographie physique, etc. Donc, c'est pour ça que j'ai mis en gros celle qui nous intéresse et dans laquelle il y a cette redondance. Alors, il se trouve que cette définition, donc, qui est dans le Conseil de l'Europe, nous avons ratifié la Convention européenne du paysage en 2005, donc 5 ans après le fait qu'elle a été. C'est moi que vous entendez là? Vous avez entendu le gling ou pas? Non, peut-être pas. Non, on ne sait pas. Non, je ferme ma boîte aux lettres, excusez-moi.
Voilà. Et il se trouve que cette définition a été intégrée à 2 mots près dans la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages de 2026. Donc, c'est très récent. Donc, cette définition, maintenant, elle est dans la loi. Et on doit l'appliquer dans les SCOT, on doit l'appliquer dans toute une série de telle qu'elle est définie. Et ça, c'est très pratique parce que la subjectivité tombe pour une grande partie, c'est-à-dire la partie de territoire, on est dans l'objectif, on objective. La perception, notamment, principalement visuelle, c'est très objectif. Je vois pas. Je vois à 12 km. J'ai de la co-visibilité ou j'en ai pas. Et puis le reste, les populations, ben là, c'est nos différences qui fait que on n'est pas tous les mêmes. Et donc, il y a cette partie-là qui reste subjective. Mais quand on a à défendre un projet de territoire par l'urbanisme, etc., et qu'on doit défendre un dossier, on peut s'appuyer sur les 2 parties très objectivables de la définition, territoire et perception. Et puis les populations, ben, c'est nos différences. Hein. C'est pour ça qu'il y a des élections, c'est pour ça qu'il y a de la consultation, etc. Mais pour le juge, moi je l'ai remarqué sur certains dossiers, le juge, quand on lui donne cet outil de définition avec ses parties subjectivables, ben, il s'y retrouve un peu mieux, quoi. Voilà. Il est moins perdu. Parce que si c'est que par la subjectivité et qu'il croit que notre relation au paysage n'est que subjective, il a du mal. Hein. Il a du mal à traiter nos dossiers. Alors, cette définition devient une démarche de projet. On va pouvoir passer, je vais vous le présenter à travers 3 projets. On n'a frappé que 2 si on n'a pas le temps. Non, là, non, pardon, les projets, je les verrai après. Là, on va expliquer par des images ce que veut dire ces 3 dimensions. Hein. Là, c'est dans la Drôme. Je me balade dans la Drôme autour d'un projet que j'ai dans et en se baladant, on a ce type de ce paysage. Tu peux y aller. La suivante. Quelques kilomètres, on a celui-ci et on voit qu'on n'est plus du tout dans le même paysage. Quelques kilomètres. Tu peux y aller. On a celui-ci. Quelques kilomètres. Voilà, bon, je n'en ai pas mis trop. Voilà. Du coup, on se rend compte, quand on parcourt le territoire avec notre regard, on se rend compte que, et là c'est les taches des différentes couleurs, qu'il y a ce qu'on appelle maintenant, hein, dans beaucoup de textes, les unités de paysage. Les unités de paysage, c'est cette partie de territoire qui ont une morphologie qui fait qu'on les reconnaît comme étant des caractères et qui fait que ces caractères font que ce paysage-là est différent de celui d'un autre qui est à côté parce qu'on a roulé un peu. Voilà. Et là, on est sur le Ventoux, hein, où on a fait un travail pour définir ces unités de paysage. C'était l'AOC des Côtes du Ventoux qui nous le demandait parce que bon, ben, leur, leur promotion de leurs produits issus de ce territoire est fondée sur cette diversité des paysages. Donc, on arrive à ces unités de paysage, on peut passer à l'autre. Voilà. Ces unités de paysage, chacune, quand on peut faire un bloc diagramme sur une unité de paysage, bloc diagramme qui est d'un lieu qui n'existe pas, mais qui fait que dès qu'on voit ce bloc diagramme, on comprend qu'on est dans telle unité de paysage, parce que toutes les structures végétales, le mot structure végétale est dans la loi aussi, ces structures végétales, la géométrie du parcellaire, le fait que les villages sont plutôt en bas ou plutôt à mi-pente ou plutôt en haut parfois, le fait qu'il y a des haies, le fait qu'il y a des boisements de telle ou telle forme, le fait, voilà, ces structures de paysage identifier cette unité de paysage. Ça, c'est la partie morphologique. Hein. On est bien dans, et bien sûr avec les pentes, on est bien dans partie de territoire. On peut continuer, on va voir d'autres blocs diagrammes.
je me souviens bien. Voilà, on peut définir sur ça, c'est l'Atlas des paysages du Vaucluse que j'avais fait il y a quelques années. Et chacun de ces éléments formels de ces unités de paysage renvoie à des structures paysagères, ce qu'on appelle les structures paysagères, que là j'ai illustrées par des diapos. Structure paysagère, je crois que c'est dans la loi, je me demande si c'est pas dans la loi de 92, la première loi paysage de 92 de Ségolène Royal. Donc on peut continuer. Voilà, alors bien entendu, la géologie explique cette morphologie, bien entendu, on peut passer. Évidemment, le rôle de l'eau, tout ce qui est l'hydrographie d'un territoire, avec le fait que l'eau crée une forme d'harmonie, parce que par la gravité, la gravitation universelle, elle fait que, ben voilà, ça dessine les choses. Elle n'a qu'un seul chemin possible, l'eau. Voilà, d'un point haut au point bas jusqu'à la mer. Voilà, c'est une morphologie qui est dessinée par elle. Donc ça, on est toujours dans la partie de territoire, la première définition, et donc dans la partie territoriale. On continue. Voilà, ça c'est Avignon. On peut continuer. La deuxième partie, telle que perçue. Ici, par exemple, donc c'est les perceptions principalement visuelles, mais c'est pas les seules perceptions. Ça va dépendre des boulots après. Mais cette perception, ici, on est au village de Lacoste. En face, là-bas, on voit le village de Beaugneux. On est dans Luberon. C'était un projet de développement urbain de Lacoste que la mairie se posait des questions, et en faisant notre travail d'arpentage, comme on dit en paysagiste, voilà, on repère des choses comme ça. Et par exemple, là, on a ce point de vue. Les gens étaient là quand on est arrivé, et la mairie a mis des sous sur ce point de vue, donc ça veut dire que ça doit avoir une certaine valeur, et pour les habitants et pour l'idée de ce qui de ce qu'ils se font de leurs visiteurs. Et on se rend compte aussi que ce point de vue, et quand j'ai vérifié dans le PLU, ce point de vue, du jour au lendemain, il peut disparaître, parce que la parcelle qui est en dessous, à gauche de la maison, qui est là, on peut construire jusqu'à la hauteur de cette maison. Ce qui fait qu'avec un document, voilà, un permis de construire, on casse ce point de vue sur lequel on a mis, quand même, j'imagine, 200, 300 000 euros pour une petite commune comme Lacoste, ça n'est pas rien. Donc, cette notion de point de vue, c'est cette deuxième couche qui fait qu'on passe du territoire, on commence à passer du territoire au paysage. On peut continuer. Voilà, là, on est dans le Gard, on approche d'un village perché par une route départementale. Superbe village, on peut continuer. Et on, on fait le saut et on tombe sur ce transformateur qui est peut-être très très bien à sa place de beaucoup de points de vue, mais qui, du point de vue de la perception paysagère qu'on a de cette silhouette du village, était peut-être pas le meilleur endroit. Voilà. Mais comme quoi, vous voyez que cette deuxième dimension commence à faire orientation sur nos décisions d'urbanisme. On peut continuer. Donc ça, c'est un travail sur le SCOT de l'agglomération de Nice, où on a, dans le travail sur le SCOT, eu toute une approche sur ces perceptions visuelles. On peut y aller. Voilà. Et on a identifié, alors en orange, les voies en orange sont des axes de perception visuelle majeurs, et les points de vue majeurs qui sont situés par ces triangles. Voilà. Et ça a été intégré au SCOT de l'agglomération de niçoise. On peut continuer. On a fait le même travail sur l'agglomération marseillaise, avec ses lignes de vue et ses points de vue. On peut continuer. Alors,
sur Marseille, on a demandé à ce que il y ait un travail à l'échelle des communes. Donc, il y a à l'échelle du SCOT, de l'agglomération, et à l'échelle des communes. Parce que, on a des points de vue de valeurs différentes à l'échelle, enfin, une plus grande valeur peut-être à l'échelle des agglos qu'à l'échelle des communes. Alors, bien entendu, un des sujets, je dirais, d'actualité sur cette deuxième partie de la définition du paysage, c'est tout le débat sur les éoliennes que vous entendez et qui a fait l'objet, je crois, d'une réunion SFU. On peut continuer. Et la troisième dimension, c'est par les populations. Et ça, c'est cette dimension culturelle d'un territoire, c'est-à-dire quelle est la valeur culturelle et sociale que l'on donne à telle ou telle partie de notre territoire. Hein. Ça, c'est l'entrée d'Uzès, qui a fait l'objet de beaucoup de représentations par le peintre, son nom m'échappe. Bon, c'est pas grave, il va me revenir pendant l'exposé. C'est un peu comme comme la Sainte-Victoire, hein, avec Cézanne qui a pris une valeur parce que Cézanne l'a représentée. On peut continuer. Donc, il y a cette valeur qui a pu être donnée par des peintres de représentation. Hein. Ici, c'est Hubert Robert avec le Pont du Gard. Avant les romantiques, hein, avant les peintres romantiques de la fin du XVIIIe, les monuments n'avaient pas de valeur, comme ils peuvent en avoir aujourd'hui. Le Pont du Gard, c'était une carrière de pierre, comme Arles, comme Avignon. Hein. Avignon, on a détruit un hôtel particulier du XIVe en plein milieu du XIXe siècle pour faire la mairie, avec un architecte avignonnais et pas seulement, dans le style 19e. Ça n'avait pas de valeur. Donc, les populations, c'est tout ça. C'est la façon dont les choses, par notre représentation artistique ou personnelle ou de groupe, on va donner une valeur à telle ou telle partie. Et le classement monument historique fait partie de ces données de valeur. Mais aussi les populations, c'est aussi cet outil aujourd'hui qu'on pratique beaucoup, hein, peut-être pas tous les urbanistes, mais moi je le pratique beaucoup. J'ai fondé mon premier outil d'approche de l'urbanisme s'appelait l'APAR, l'Association pour la participation, hein, parce que je pense qu'il y a, comme on dit aujourd'hui, cette expertise d'usage que les populations qui habitent un territoire peuvent nous transmettre. Là, on est de nouveau à Lacoste où il y avait ce projet d'extension du village. Voilà. Et donc, on a fait des sorties dehors. On peut continuer. Hein. Donc, la participation, ça fait partie de cette troisième couche de la définition. Alors, ces trois couches de la définition, ça devient une méthode de travail quand on fait un projet urbain. Ici, on est à Saint-Véran. C'est une représentation photographique du versant d'en face. Hein. On voit bien la silhouette du village. Quand on va à Saint-Véran, on est toujours persuadé que Saint-Véran est au sommet du Crête. Quand on va en face, on se rend compte que Saint-Véran n'est pas du tout au sommet du Crête, mais au milieu, un endroit où la topographie bouge. Mais c'est aussi un village extrêmement patrimonial, avec des protections et autres. Et donc, lorsqu'il s'est agi, à la demande de la population, d'agrandir les parties urbanisables de Saint-Véran, ils ont avec l'aide de l'architecte des bâtiments de France, ils ont missionné un architecte du patrimoine pour faire les zones d'extension de Saint-Véran. Et il se trouve que le travail s'est très bien passé, l'architecte était très bon niveau, etc. Mais quand ils ont visualisé, parce qu'un aménageur avait commencé à mettre en œuvre une partie de ça avait été introduit au PLU, hein, ce nouveau PLU, ils se sont rendus compte que d'un point de vue visuel, couche qu'il n'avait pas du tout étudié dans son travail d'architecte du patrimoine,
ça n'allait pas du tout et ça a fait exploser la démarche. Et donc, la BF, la DRAC, enfin, tout, le parc, tout le monde est tombé dans les pommes et la démarche a été complètement stoppée. Je ne vous ai pas mis les images en question, je vous ai mis uniquement celles qu'on a constituées, l'approche qu'on a constituée, parce que pour se mettre d'accord, l'ABF a convenu qu'il avait participé à une erreur et ils ont financé à la commune une nouvelle étude pour sa ZPPAUP en la finançant, en demandant à la commune de prendre un paysagiste, un urbaniste, paysagiste. Bon, on était architecte, urbaniste, paysagiste dans l'équipe pluridisciplinaire. Et donc, on a repris tout le boulot à zéro autour avec ces trois dimensions dont je vous ai parlé, qui est dans la définition. On peut y aller. Voilà, donc première approche, c'est la morphologie. Cette morphologie, comme on avait ces surprises entre la silhouette de Saint-Véran qui apparaît comme une silhouette en crête alors qu'elle ne l'est pas du tout, le clocher qui est à l'intersection de pentes très, très fortes au-dessus du village et l'endroit où c'est les pentes très fortes en dessous. Le clocher est là pour que le son des cloches aille très loin dans tous les côtés. Bon, et on a fait ce travail d'analyse des morphologies. On peut continuer. Voilà. Et cette morphologie, et ça n'apparaît pas sur les cartigènes, c'est qu'en pratiquant, on a vu qu'on avait une tôle ondulée, en fait. Une tôle ondulée sur ce versant, et que cette tôle ondulée faisait que dans ces creux, le village se développait comme ça, dans ces creux, et jamais sur ces crêtes. Les parties qu'on voit sur ces crêtes, c'est des choses très, très récentes qui ont été faites parce que Saint-Véran, c'est aussi devenu une station de ski. Et que ces choses qui ont été posées là sont extraordinairement visibles. Alors pourquoi pas mais en tout cas, il faut savoir que si on travaille là, on est sur des choses très visibles. Et si on travaille là, on est sur une morphologie qui était celle du village d'antan, avec des coupures. On peut continuer, du coup. Alors, ça, cette partie morphologie sur laquelle on a travaillé, ça a été une partie importante du boulot. On l'a croisée avec la partie telle que représentée par les populations. Et donc, on s'est servi de toutes les cartes postales anciennes que l'on trouve, alors qu'on trouve aussi dans les guides touristiques ou au bureau de tabac quand il y a les cartes postales modernes. On se rend compte qu'il y a des endroits depuis lesquels les villages sont représentés sur ces documents de valorisation du village. Et donc là, on a considéré qu'on était sur la partie culturelle de cette représentation. Et moi, dès que je travaille sur un territoire, je vais au syndicat d'initiative et je regarde comment on veut projeter qu'on est aux visiteurs. Voilà. De quoi on est fier. Voilà, on est dans la troisième partie de la définition. On peut continuer. Et la troisième partie, c'est qui est la deuxième, pardon, c'est la partie des perceptions visuelles. Donc, on a, en accord avec le comité de pilotage et les habitants, on a fait un repérage des points de vue qui étaient importants pour le plus grand nombre d'acteurs. Quels sont les points de vue importants? Et depuis ces points de vue, eh bien, on a identifié ce qu'on voyait beaucoup, en rouge là, ce qu'on voyait beaucoup, on a reporté sur les cartes. On peut... Et puis, voilà, là, on a tous les points de vue qui ont été retenus sur nos propositions après débat avec le comité de pilotage. On peut continuer. Et du coup, depuis ces points de vue, depuis chacun de ces points de vue, ce qui se voit beaucoup et ce qui ne se voit pas du tout. Ce qui se voit beaucoup, c'est en rouge. Ce qui ne se voit pas du tout, c'est en blanc. Et bon, là, je vous l'ai fait sur on peut continuer, sur quelques points de vue. Voilà. Et ça, c'est les points de vue depuis l'intérieur des villages.
Est-ce qu'on voit le plan le versant d'en face, etc. Est-ce qu'on a une perspective depuis les rues, etc. On peut continuer. Voilà, et sur la base de cette accumulation de points de vue, on a déterminé des secteurs où l'extension du village ne provoquerait pas, je dirais, de débat social. Voilà. On allait rentrer dans des secteurs qui étaient peu perceptibles. Vous voyez, là, on les a mis en vert pour en faire des poches accessibles depuis la voirie qu'il va bien falloir faire pour continuer ces extensions. Mais ces poches vertes sont faites à partir de l'accumulation de l'analyse depuis ces différents points de vue. On peut continuer, du coup. Alors, comme on est en montagne, eh ben, on a situé les choses très précisément du point de vue de l'altitude, hein, aussi bien en termes de zones constructibles que de voiries, et on a fait en sorte que le positionnement de ces voiries, des rues, des places et des zones constructibles soit positionné en NGF. Hein, on a tous vécu des projets dans des zones de pente, dans les collines ou à la montagne. On sait que c'est parfois compliqué. Si on n'est pas très très précis dans ces secteurs-là à la phase de l'urbanisme, hein, eh ben on sait que c'est le bulle qui va faire le projet et pas forcément nous dans nos réflexions. Donc cette approche a permis de positionner toutes les traces que vous voyez sur ce plan-là, hein, qui était le plan de développement, sont positionnés en NGF. Et puis, on peut terminer sur Saint-Véran. Voilà, bon, ça c'est une vue depuis une chapelle qui était un de nos points de vue. Alors, vous voyez qu'on ne choque pas, hein, on reprend la morphologie des chalets de Saint-Véran que vous connaissez, que l'ABF qui avait fait la première ZPPAUP avait bien entendu bien intégré à son approche. Voilà, donc ça c'est le premier exemple que je voulais vous montrer. Alors je ne sais pas, c'est peut-être un peu lent, j'ai pris 3 exemples. Vous me dites hein, si j'en présente que 2 ou si on s'arrête là. C'est un travail relativement modeste. Écoutez, non, on continue, c'est tellement continue. passionnant. On y Voilà. va. Donc là, c'est le canal du Midi. Alors il se trouve que le canal a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial par l'UNESCO il y a quelques années. Et donc, lorsque c'est le cas pour des territoires, l'UNESCO attend de ce qu'ils appellent l'État partie, c'est-à-dire nous en l'occurrence, fasse un travail pour savoir comment ce qui va se passer autour des éléments inscrits sur cette liste du patrimoine mondial, comment on va maîtriser la qualité de ce qui va se passer autour. Hein, voilà. Donc l'État partie, en l'occurrence, c'était la France, qui et le ministère de la Culture a demandé à ces 2 DRAC, hein, puisqu'on était, il y a la partie Toulouse. Ah ben non, mais maintenant tout est en Occitanie. Ça a été réuni dans une seule région. Mais avant, c'était encore 2 régions quand j'ai fait ce boulot. Voilà. Donc on avait les 2 régions, on avait 4 ABF ou 3, etc., qui ont été dans un comité de pilotage pour définir le projet urbain, parce que on est sur l'est de Toulouse. Hein, quand on arrive d'Avignon, nous, c'est la grande entrée est. Sur une ancienne nationale. On peut continuer. Voilà. Alors, on a procédé de la même chose. Là, vous voyez, on est sur un village qui est sur un des 2 versants, parce que le canal n'est pas tout à fait au fond, mais pas loin du fond d'une vallée. Et donc, on a fait tout un travail de repérage et des morphologies de ce territoire. Qu'est-ce qui fait qu'il a des éléments de morphologie comme on a pu les voir sur les blocs diagrammes, et depuis où on le voit. Est-ce que c'est des endroits vécus? Est-ce que c'est des endroits où on passe fréquemment, avec beaucoup de personnes qui le voient? Est-ce que c'est des arrières? Est-ce que c'est des avants? Etc. Donc,
on a fait tout ce travail et on a fait ce travail de représentation. Alors, première couche, partie de territoire, voilà, on a relevé toutes les structures végétales de cette vallée et aussi ses pentes. Hein, on voit dans ce qui est en gris plus ou moins foncé les éléments de la morphologie de cette vallée. On peut continuer. Le canal est bien visible là. Toutes les parties urbanisées, qui sont des éléments aujourd'hui, et ce sont des structures paysagères de ce paysage. Et on voit que plus on va vers l'est, vers la Provence, pour dire comme ça, plus il y a de transparence visuelle qui donne la vue sur l'étang, sur le canal, excusez-moi, et plus on s'approche de Toulouse, et plus le canal va être pris dans un paysage urbain. Sans vision lointaine sur lui. On peut continuer. Voilà. Alors, on a essayé de schématiser toutes ces questions de morphologie et de perception visuelle par toute une série de croquis, vous allez les voir. L'idée étant que, et avec des validations successives, l'idée étant que chaque maire comment dire, valide des principes avant de valider ce qui se passera sur son territoire à l'échelle de son PLU. Voilà, parce que sinon, on aurait tout bloqué dès le début. Hein, si un maire se rendait compte que sa zone d'extension pour une zone d'activité ou autre, ces éléments-là venaient les mettre en cause, c'était difficile d'avancer dans un comité de pilotage où participaient tous les maires et le syndicat intercommunal. On peut continuer. Voilà. Là, par exemple, on voyait bien, là, la photo est prise depuis la route nationale, que je l'avais deviné tout à l'heure, et que cette opération d'urbanisme, bon, d'une certaine qualité, elle est perpendiculaire au canal sur certaines parties, donc elle laisse le canal présent dans ce territoire, et les gens y tiennent. Et puis, certaines parties de ce même projet sont dans le sens du canal et ben voilà, font perdre cette perception visuelle sur un élément auquel beaucoup de gens sont attachés. On peut continuer. Donc, on a schématisé tout ça sous cette forme-là, hein, le fond de la vallée de l'Hers, le canal, les parties ouvertes, on peut continuer, les parties visibles, et les parties qui le deviennent moins, etc. Et on a fait valider par les comités de pilotage successifs les éléments de projet qui étaient en train de s'élaborer à travers ce travail de terrain. On les a fait valider à cette échelle-là. Voilà. C'est une échelle pas, comment dire, c'est peut-être un peu pervers de notre part, mais voilà, on voulait pas qu'on rentre déjà dans la modification du PLU et dans quel sens il fallait la faire. Et donc, les comités de pilotage ont validé ces croquis à chaque étape. On peut continuer. Et puis ensuite, ben, voilà, on est passé à l'étape ben, d'un plan directeur. Hein, voilà. Et là, on le voit mieux là, les parties où on pouvait continuer l'urbanisme. Là les PLU actuels, je monte la flèche, mais vous ne la voyez pas, vous. Hein, le PLU actuel faisait qu'il n'y avait plus du tout de perspective vers le canal. Et tout le bord du canal était pratiquement urbanisé jusqu'à quelques dizaines de mètres des alignements d'arbres. Eh bien, grâce aux validations des schémas que vous avez vus tout à l'heure, on est arrivé à ce type de schéma directeur où là, chaque maire pouvait voir très très clairement ce qu'il en était pour son PLU. Alors, donc, on a produit ce document, ce plan directeur, avec un guide de qualité paysagère, architecturale, de mise en application de ce plan directeur. Le troisième exemple rapide, c'est l'extension de la Côte d'Azur, hein,
qui n'avait pas d'autre territoire que la vallée du Var, que l'on voit ici. C'est une photo très ancienne et on peut y aller. Et donc là, il y a l'exercice, c'était un plan de définition, là aussi. Comment ça s'appelait c'était pas un concours, les procédures que l'Europe a arrêtées, là. Vous allez me les rappeler. Les problèmes de mémoire maintenant. Un marché de définition? Voilà, un marché de Oui. définition. On était 3 équipes. Voilà. Puis il y avait des comités de pilotage réguliers où chacun présentait l'avancement de son travail. Moi, je trouvais ça très intéressant comme façon de travailler. On, on pouvait voir ce que faisaient les autres. Voilà. Et le morceau du Var en question, c'est le tout petit morceau plein là qui arrive à la Méditerranée. Tout le reste, c'est son bassin versant. Et on a tenu à montrer ça aux élus parce que en se disant, vous voyez tout ce que ça ramasse comme eau. Voilà. Je pense qu'un jour on en entendra parler aux actualités. Donc voilà, avec les partis depuis ce qui se passait au XVIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui, à droite, hein, où le Var, c'est le petit morceau blanc au milieu de digues qui sont remontées régulièrement tous les 5 à 10 ans parce qu'elles ne suffisent pas. Plus, l'aéroport, voilà. Alors, pareil, on a travaillé sur les 3 couches que vous connaissez maintenant, la partie morphologique. Donc là, on est sur les versants. Depuis les versants, on montre comment les talwegs ou toutes les rivières, les ruisseaux de la vallée du Var vont vers le Var, qui est au fond, et comment une forme d'urbanisme qui était déjà en place, comment dire, n'avait pas vraiment pris en compte, je dirais, cette morphologie. On a tous vu ça dans les territoires sur lesquels on travaille, mais par les photos, on voulait être très pédagogique. On peut continuer. Voilà, alors là on a schématisé tous les éléments linéaires qui faisaient la morphologie de ce territoire. Et on a, je ne sais pas si j'ai mis de vue là-dessus, on a regardé aussi depuis tous les villages des versants et depuis tous les fonds de la vallée, les rapports visuels qu'on pouvait avoir. Qu'est-ce qu'on voit depuis le village de la vallée? Qu'est-ce qu'on voit de la vallée sur les silhouettes des villages qui ont certaines de la qualité, etc. Quand on a analysé la morphologie, on s'est rendu compte que les premiers, à gauche, les premiers secteurs qui avaient été urbanisés dans cet aval de la vallée du Var, eh ben, c'est plutôt ce qu'on voit à gauche, c'est-à-dire qu'on bloque l'eau et on bloque les remontées, les descentes d'air qui font la fraîcheur de cette vallée, hein, puisque en bas on a la mer, on a la montagne, on a des mouvements. Et à droite, on a montré le type de forme urbaine vers lequel on voulait aller dans notre projet, hein, pour laisser passer et l'eau et l'air, en respectant les 200 000 mètres carrés qui étaient la base de la commande. On peut continuer. Voilà, là, on a fait une maquette pour rendre pour nous et pour le jury et les élus, pour rendre très visible toutes ces notions de visuel et de rapport visuel amont, aval, etc. On peut continuer. Voilà. Les représentations culturelles, bien entendu, la Côte d'Azur et la promenade des Anglais, etc., ben, c'est dans l'esprit de chacun. Hein. Donc, comment cette représentation de Nice, qui est en chacun des habitants de Nice et des visiteurs, ben, comment on en tient compte dans le projet? On peut continuer. Hein. Et puis, on a évidemment, vous avez vu le bassin versant, évidemment, quand on a commencé à donner forme à ce projet urbain, vu l'importance de la question de l'eau et des pentes sur ce morceau de territoire, on a tout calé sur des profils extrêmement précis. Un peu comme sur les reliefs à Saint-Véran, hein, où au centimètre près, on a situé les zones d'implantation. Voilà. Et ça, bon, je vous en ai montré un morceau. Ça, c'est le projet qu'on a présenté.
pour le développement de cette zone. En rose, c'est les zones de développement hein, sur cette vallée du Var. Je ne sais pas si... Oui, je crois que j'ai mis une dernière photo. Voilà, en redonnant les îlons, en redonnant à la vallée du Var des choses qu'on a vues dans les représentations du XVIIIe siècle. Nous n'avons pas été retenus. On avait aussi calculé combien coûterait de déplacer l'aéroport qui bouge un tiers du delta du Var. Hein, il est dans le delta du Var. Voilà. Je m'arrête là. Donc, mais vous avez compris, les approches par les trois dimensions, la dimension morphologique, basique, géographique, la dimension visuelle, je vois pas, d'où je vois, qu'est-ce qui est de qualité, hein, et puis la dimension culturelle des représentations qu'on se fait d'un territoire. Voilà. Ah oui, j'ai fini par cette phrase d'Agonier, qui est décédé, qui était un philosophe de Lyon. Voilà. C'est le début de sa phrase. Hein. Excusez-moi, il y a un bruit parasite dans le fond. Quelqu'un n'a pas dû arrêter son micro. Donc, c'est un peu. Oui, il y a quelqu'un qui bricole, oui. Mais on arrive à la fin, donc j'attendais, on finit. Voilà, on a fini. Enfin, ouais. Très bien. Merci beaucoup, Sébastien. Donc, effectivement, c'est un peu les problèmes du direct. Je vais arrêter le partage. Hop, voilà, je pense qu'il est arrêté. Merci infiniment. Moi, je me suis régalé. J'ai pris une grande leçon de paysage au passage. Donc, merci beaucoup. J'invite tout le monde donc à rebrancher son micro pour un petit moment de débat suite à cette super présentation.